Il faut être prêt à brûler dans sa propre flamme. Comment pourriez-vous renaître sans devenir d'abord des cendres? Friedrich Nietzsche. Cette citation ne parle pas d'un changement ordinaire. Elle parle de destruction. Nietzsche ne vous dit pas de vous améliorer un peu plus chaque jour. Il dit que pour devenir une nouvelle personne, il faut d'abord mourir, non pas physiquement, mais psychologiquement. Vous devez laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Vos peurs, vos certitudes, votre identité même. Mais qui est vraiment prêt à le faire? La plupart des gens ne changent que lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix, jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable, jusqu'à ce que tout ce qu'ils connaissaient s'effondre. Et c'est le moment le plus dangereux dans la vie d'une personne, lorsque vous atteignez le point où plus rien n'a de sens. Perdre tout peut signifier beaucoup de choses. Peut-être avez-vous échoué dans quelque chose que vous pensiez être essentiel. Vous avez peut-être été abandonné. Peut-être vous êtes-vous regardé dans le miroir et avez-vous réalisé que vous ne vous reconnaissiez plus. Il peut s'agir de la fin d'une relation, de la perte d'un rêve, de l'effondrement de tout ce qui vous permettait de continuer à vivre. Lorsque cela se produit, vous n'avez que deux options, vous abandonner au vide ou renaître. Mais comment? Comment se réinventer après avoir tout perdu? Comment renaître de ces cendres quand le monde semble avoir tout brûlé autour de soi? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Nous allons parler de renaissance psychologique. Nous allons comprendre pourquoi certaines personnes parviennent à faire de la douleur la plus grande force de leur vie, alors que d'autres s'y enlisent. Nous allons parler du moment exact où le changement se produit et de ce qui différencie vraiment ceux qui parviennent à faire ce saut de ceux qui s'enfoncent encore plus. Si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression que quelque chose en vous doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître, c'est peut-être le message que vous attendiez. La question est maintenant, es-tu prêt à brûler? La plupart des gens croient savoir qui ils sont. Vous avez construit votre identité au fil des ans, accumulant des expériences, des certitudes, des habitudes et même des peurs qui semblent faire partie de vous. Et si je vous disais que ce sentiment de stabilité n'est qu'une illusion? Pensez au nombre de fois où vous vous êtes dit « Je suis comme ça, ce n'est pas pour moi » ou « Je ne pourrai jamais changer ça ». Nous nous persuadons que nous ne sommes qu'une chose, un être fixe doté d'une personnalité immuable. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas un bloc de pierre. Nous sommes un flux en constante évolution. Le problème, c'est que le cerveau humain déteste le changement. Il a été programmé pour résister à l'inconnu. Dans le cadre de l'évolution, notre système nerveux recherche les schémas et la prévisibilité, car c'est ce qui a assuré la survie de nos ancêtres. Si tout est sous contrôle, il n'y a pas de menace. Mais que se passe-t-il lorsque cette stabilité se transforme en prison? William James, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a dit que la personnalité d'une personne est comme un bloc de cire. Au début, lorsqu'il est encore chaud, il peut être moulé facilement. Mais avec le temps, la cire se refroidit et durcit. Dans ce cas, toute tentative de changement devient extrêmement difficile. Mais difficile ne signifie pas impossible. Les neurosciences modernes ont prouvé que le cerveau humain est capable de se transformer radicalement à n'importe quel stade de la vie. Comment cela s'appelle-t-il? La neuroplasticité. Votre cerveau se réorganise en permanence, créant de nouvelles connexions, renforçant certaines voies et en effaçant d'autres. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous pouvez changer votre identité, vos habitudes, votre façon de penser et même votre personnalité. Mais si le changement est possible, pourquoi si peu de gens y parviennent? La réponse se trouve dans la peur. Non pas la peur de l'échec, mais la peur de se perdre. Se transformer, c'est renoncer à ce qui vous a permis de vous sentir en sécurité jusqu'à présent. Cela signifie qu'il faut abandonner une partie de ce que l'on est, ou plutôt de ce que l'on croit être. Et cela fait peur. L'histoire regorge de cas de personnes ayant subi des transformations psychologiques radicales. Des personnes qui, du jour au lendemain, ont changé leurs priorités, leurs comportements, leurs croyances les plus profondes. Souvent, cela se produit à la suite d'un événement traumatisant, un accident de voiture, la perte d'un être cher, une faillite, une grande déception. Mais faut-il attendre une catastrophe pour changer? Peut-être pas. Mais la vérité est que la plupart des gens ne changent que lorsque la douleur devient plus forte que la peur. La psychologie appelle cela le point de rupture, ce moment où l'ancienne identité ne peut plus exister, lorsque la douleur de continuer à être ce que l'on est devient insupportable. C'est le moment où le sol disparaît et où l'on se rend compte que l'on n'a pas d'autre choix que de changer. Et c'est exactement ce moment que nous allons explorer, car la véritable transformation ne se produit que lorsqu'il n'y a plus rien à perdre.
La question est la suivante. Jusqu'où devez-vous aller pour enfin changer? Se réveiller, travailler, payer des factures, dormir et recommencer encore et encore le lendemain. La vie passe ainsi. Et un jour, vous réalisez que le temps vous a échappé. Les rêves ont été repoussés. Les opportunités sont passées inaperçues. Tout cela arrive parce que personne ne vous a jamais appris à voir le jeu de la vie de la bonne manière. Mais il existe un autre chemin. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez accéder à de nouvelles connaissances. Et c'est exactement ce que vous trouverez dans les codes du lapin blanc. Ce livre va ouvrir vos yeux sur ce qui se passe réellement. Vous comprendrez pourquoi vous êtes coincé dans les mêmes schémas, apprendrez à sortir du mode pilote automatique et commencerez à voir les opportunités qui étaient là depuis toujours. Et enfin, vous prendrez des décisions qui vous mèneront vraiment vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous vous sentez prêt à faire ce changement, le lien est dans le commentaire épinglé. Vous serez surpris de voir à quel point il peut être simple d'augmenter votre prospérité. Le succès est un choix. À vous de décider. Le fond du gouffre est sans lumière, sans chemin, sans espoir. C'est l'endroit où tout ce en quoi vous croyez s'effondre, où chaque tentative de se relever semble futile. Pour certains, c'est la fin, mais pour d'autres, c'est le début de quelque chose de nouveau. Si nous regardons l'histoire de l'humanité, nous voyons un schéma clair. La vraie transformation vient toujours après la chute. Nietzsche disait que « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais est-ce vraiment vrai? La souffrance est-elle vraiment nécessaire pour grandir? La science montre que lorsqu'une personne subit une grande perte, son cerveau entre dans un état de chaos. L'amygdale, la région responsable de la peur, émet des signaux d'alarme, tandis que le cortex préfrontal, responsable du raisonnement logique, s'efforce de trouver une solution. À ce moment-là, deux options s'offrent à vous. Soit vous vous reconstruisez, soit vous vous laissez consumer. La souffrance est le feu qui peut vous détruire ou vous forger. Mais pourquoi certaines personnes renaissent-elles de la douleur et d'autres sombrent-elles? C'est ce que la psychologie appelle la croissance post-traumatique, le phénomène par lequel, après une crise majeure, certains individus développent plus de force, plus de résilience, plus de clarté dans la vie. Mais cette transformation n'est pas automatique. Elle exige quelque chose de spécifique, l'acceptation du chaos. Et si cette idée semble abstraite, regardez les histoires qui ont façonné l'humanité. Imaginez un héros. Au début de l'histoire, il n'est ni fort, ni sage, ni invincible. En fait, il commence comme une personne ordinaire, pleine de doutes, de peurs et de faiblesses. Mais quelque chose se produit. Il est confronté à un défi impossible à relever. Il perd tout, est trahi, subit une défaite et se retrouve face au plus grand obstacle de sa vie. Puis il doit descendre dans le monde souterrain, affronter ses ténèbres et renaître comme quelqu'un d'entièrement nouveau. Ce schéma se retrouve dans toutes les mythologies du monde. Mais parmi toutes les histoires, l'une des plus frappantes est celle d'Orphée et d'Eurydice. Orphée était un musicien incomparable, dont le talent poussait les dieux à s'arrêter et à écouter. Il a trouvé l'amour auprès d'Eurydice. Mais son bonheur a été brutalement interrompu lorsqu'elle est morte, mordue par un serpent. Dévasté, Orphée ne peut accepter cette perte. Au lieu d'aller de l'avant, il décide de défier les lois de la nature. Il descendit dans le monde des morts. Dans le monde souterrain, il affronta des dangers, des créatures terribles et marcha parmi les âmes perdues. Mais sa musique était si puissante qu'elle réussit à adoucir le cœur d'Hadès et de Perséphone. Ils lui donnèrent une chance. Eurydice pouvait revenir avec lui, mais à une condition. Il devait marcher devant elle sans se retourner jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux à la surface. Et là, le moment décisif. Orphée monte, chaque pas est plein d'espoir et d'angoisse. Mais au dernier moment, la peur parle plus fort. Il a douté, il a détourné le visage. Et au même instant, Eurydice est replongée dans les ténèbres, pour toujours. Ce mythe n'est pas seulement une histoire tragique, il est le reflet de notre propre voyage. Le fond est notre monde souterrain. Lorsque nous sommes confrontés aux pires moments de notre vie, nous descendons dans une réalité sombre, où nos plus grandes douleurs et faiblesses sont exposées. Mais il y a un détail dont peu de gens se rendent compte. Il ne suffit pas de survivre à cette descente. Pour renaître, il faut accepter la souffrance sans s'y accrocher. Orphée a perdu parce qu'il a regardé en arrière. Il n'a pas fait confiance au processus. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous revivons le passé, que nous remettons en question nos décisions, que nous nous accrochons à ce qui est déjà mort. Pour renaître, il faut aller de l'avant sans regarder en arrière. La douleur seule n'apprend rien. Elle peut transformer ou consumer.
Qu'est-ce qui différencie ceux qui se rétablissent de ceux qui se perdent? Le facteur essentiel est le sens. Si vous considérez votre douleur comme un non-sens, elle ne fera que vous briser. En revanche, si vous lui trouvez un but, elle devient un carburant. Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu au camp de concentration nazi, a écrit que ceux qui ont un pourquoi pour vivre peuvent supporter presque n'importe quel comment. Le problème, c'est que lorsque nous sommes au plus bas, nous ne pouvons pas voir ce pourquoi. La souffrance nous aveugle, nous paralyse. C'est pourquoi tant de gens restent coincés dans ce cycle de la douleur, revivant des traumatismes sans pouvoir s'en sortir. Et si, au lieu de résister à la chute, nous acceptions le processus? Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Épictète, un esclave devenu philosophe, disait que « les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler ». Et c'est peut-être là la clé. La souffrance ne crée rien de nouveau. Elle ne fait qu'exposer ce que vous étiez déjà et vous oblige à décider qui vous voulez devenir. La grande question est la suivante. Utiliserez-vous votre douleur comme une brique pour vous reconstruire ou comme une encre pour vous enfoncer davantage? Un véritable changement ne se produit pas simplement en abandonnant des habitudes ou en modifiant des comportements. La véritable renaissance exige quelque chose de beaucoup plus difficile, sacrifier l'identité que vous avez construite tout au long de votre vie. Mais cette idée est effrayante. Après tout, qui sommes-nous sans les histoires que nous nous racontons? Les êtres humains s'accrochent désespérément à leur identité parce qu'elle leur offre un sentiment de stabilité. Vous croyez savoir qui vous êtes, vos qualités, vos défauts, vos préférences. Votre esprit a construit ce récit de sorte que votre existence semble cohérente. Mais voici l'inconfortable vérité. Cette identité n'est pas fixe. Il s'agit simplement d'un ensemble d'histoires que vous avez répétées si souvent qu'elles ont fini par ressembler à la réalité. Et si, tout à coup, ces histoires n'avaient plus de sens? Imaginez que tout ce que vous croyez être, votre personnalité, votre façon d'agir, vos croyances, n'est qu'un vêtement étriqué que vous portez depuis des années sans vous rendre compte qu'il ne vous va plus. Mais l'enlever, c'est affronter l'inconnu. Sans ces vêtements, qui reste-t-il? Nietzsche disait que l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Il voyait l'identité comme une prison, un ensemble de limites que nous acceptons pour éviter le chaos de la liberté totale. Carl Jung est allé plus loin. Pour lui, le plus grand obstacle à la croissance d'un individu est son attachement à l'ancien ego. De nombreuses personnes ne changent pas, non pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce qu'elles ne supportent pas l'idée de ne pas savoir qui elles sont si elles abandonnent ce qu'elles ont toujours cru être. Pensez à une personne qui s'est toujours définie comme timide. Pendant des années, cette personne s'est servie de cette caractéristique pour justifier le fait qu'elle évitait les défis sociaux. Et si, un jour, elle se rendait compte que sa timidité n'est pas une essence immuable, mais un comportement acquis, elle peut même essayer de changer, mais elle ressentira une peur profonde, celle de se perdre. En effet, changer ne signifie pas seulement ajouter quelque chose de nouveau à sa vie, il signifie aussi détruire des parties de soi qui n'ont plus de sens. Et cette destruction fait mal. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées dans des versions dépassées d'elles-mêmes. Ils s'accrochent à des identités qui n'ont plus de sens, car, au fond, ils préfèrent la douleur familière à l'inconnu. La peur de se perdre dans le processus est plus forte que le désir de grandir. Et si cette résistance était en fait un test? Dans la mythologie, les grands héros doivent mourir symboliquement avant de renaître plus grands. L'ancien ego doit être sacrifié pour faire place à une nouvelle version. Dans la vie réelle, cela signifie qu'il faut abandonner non seulement les croyances limitantes, mais aussi les relations, les environnements et même les souvenirs qui entretiennent une identité qui ne vous sert plus. C'est la question à laquelle peu de gens osent répondre. Qu'est-ce qui, en vous, doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître? Le véritable sacrifice ne consiste pas à renoncer à quelque chose d'extérieur. C'est renoncer à ce que vous croyez être. Et cela signifie accepter une période de vide, une période où vous n'avez plus d'identité fixe pour vous définir. Vous arrive-t-il de vous sentir sur le point de faire quelque chose de nouveau, mais de ne pas pouvoir faire le pas suivant? Comme si une force invisible vous retenait, vous piégeait au moment même où vous devriez aller de l'avant? C'est l'effet de la peur. Elle ne crie pas, elle ne vous fait pas reculer de manière évidente. Elle chuchote dans votre esprit. Et si ça se passait mal? Et si vous vous faisiez des illusions?
Ce que peu de gens réalisent, c'est que la peur n'apparaît pas au début de la transformation. Au début, il y a le désespoir ou la révolte, des émotions encore porteuses d'énergie. La véritable peur apparaît lorsque vous avez déjà détruit votre ancienne identité, mais que vous n'en avez pas encore construit une nouvelle. Elle survient lorsque tout est en ruine et que l'on se rend compte qu'il faut aller de l'avant sans garantie. Les neurosciences expliquent ce phénomène. Le cerveau humain ne craint pas le changement. Il craint l'incertitude. Lors de tests effectués sur des volontaires, les scientifiques ont constaté que les gens préféraient recevoir un choc électrique fort immédiatement plutôt que d'attendre un petit choc sans savoir quand il arrivera. La peur de l'inconnu est pire que la douleur elle-même. C'est pourquoi de nombreuses personnes, même malheureuses, s'accrochent à des vies qui n'ont plus de sens. Ils n'ont pas peur de souffrir. Ils ont peur de souffrir de quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. Cela explique pourquoi tant de personnes retournent à des relations toxiques, à des habitudes destructrices ou à des réalités qu'elles détestaient déjà. Au fond, ils ne choisissent pas ce qui est mauvais. Ils choisissent ce qui leur est familier. Et si cette peur n'était pas un obstacle, mais un test? Dans les rites de passage des sociétés anciennes, l'initiation n'était jamais qu'un ensemble d'enseignements. Le jeune qui devenait adulte devait être confronté à la peur. Dans la tribu des Maoué, en Amazonie, les garçons sont obligés de mettre leurs mains dans des gants remplis de fourmis vertes dont les piqûres provoquent une douleur insupportable. Mais il ne s'agit pas seulement d'une résistance physique. La douleur est symbolique. Ils doivent prouver qu'ils peuvent supporter la transformation sans reculer. La peur que vous ressentez maintenant n'est pas un avertissement pour abandonner. C'est une porte d'entrée. Elle marque le moment précis où votre nouvelle identité est sur le point d'émerger. Mais il y a un problème. Tout le monde ne passe pas par ce portail. De nombreuses personnes atteignent ce stade et s'effondrent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont pas appris à tolérer le vide qui précède le renouveau. Joseph Campbell, en étudiant les mythologies du monde entier, a identifié un modèle dans les grands récits humains. Il l'a appelé « la nuit noire de l'âme », le moment où le héros perd tout, doute de lui-même et ne voit pas d'issue. Mais ceux qui résistent un peu plus longtemps, ceux qui supportent la peur sans y céder, sont ceux qui renaissent. Et la question est, pouvez-vous attendre encore un peu? Car juste après le chaos, la peur et le doute, vient quelque chose que peu de gens expérimentent vraiment. La liberté de devenir quelque chose de nouveau. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. La transformation n'est réelle que lorsque quelque chose de nouveau émerge de ce qui a été détruit. Mais que se passe-t-il une fois que vous avez traversé le chaos? Une fois que votre ancienne identité n'existe plus? La plupart des gens croient que la renaissance est automatique. Lorsque l'on subit une grande perte ou un grand changement, la reconstruction se fait naturellement. Mais c'est une erreur. Ce qui vient après la destruction n'est pas une nouvelle identité toute faite. C'est un vide. Et ce que vous faites de ce vide détermine si vous renaissez ou si vous restez coincé dans les limbes. Dans les mythologies grecques et égyptiennes, le phénix était un magnifique oiseau aux plumes dorées et rouge-feu qui avait un cycle de vie unique. Il ne mourait pas de vieillesse comme les autres créatures. Lorsqu'il sentait que son temps était compté, il construisait un nid fait d'herbes rares et de résines odorantes. Puis, sans hésiter, il s'immolait par le feu. Les flammes consumaient entièrement son corps jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. Mais au bout de 3 jours, au milieu de cette destruction, un nouvel oiseau émergeait, plus fort, plus beau, avec un chant encore plus puissant. Cette histoire peut sembler une simple métaphore d'un nouveau départ, mais il y a un détail important dont peu de gens se rendent compte. Entre la mort et la renaissance, il y a un intervalle, une période où rien n'existait, juste des cendres et du silence. C'est le moment le plus dangereux du processus, car c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Nombreux sont ceux qui sont arrivés jusqu'ici, qui ont laissé leur ancienne identité derrière eux, mais qui ne savent pas quoi construire à la place. Ils ne peuvent pas supporter cet intervalle d'incertitude et finissent par revenir aux anciens schémas, à ce qui n'a plus de sens, simplement parce que c'est familier. Carl Jung disait que le voyage de transformation ne s'achève que lorsque l'individu intègre sa nouvelle identité. Cela signifie que renaître ne consiste pas seulement à laisser le passé derrière soi, mais aussi à choisir consciemment qui l'on veut devenir. Mais comment reconstruire quelque chose à partir de zéro? Ce que peu de gens réalisent, c'est que tous les changements majeurs suivent un modèle.
On le constate en psychologie, en mythologie, dans l'histoire des civilisations et même dans le fonctionnement de la nature. Tout ce qui meurt passe par 3 phases avant de renaître: le vide, la réinvention et l'acceptation de la nouvelle identité. Si le vide est l'espace où tout a été effacé, la réinvention est le moment de choisir ce qui sera écrit. Mais comment choisir qui l'on devient? Dans l'Antiquité, de nombreuses sociétés avaient des rituels d'initiation au cours desquels un jeune devait vivre une expérience extrême de mort symbolique avant d'être accepté en tant qu'adulte à part entière. Il pouvait s'agir de jeûner, de s'isoler, de se scarifier ou de relever des défis physiques brutaux. Tout cela n'avait qu'un seul but: détruire l'ancien ego pour permettre à un nouvel ego d'émerger. Mais aujourd'hui, la société moderne nous a privés de ces rites de passage. Les gens changent, mais ils ne savent pas comment donner un sens à ce changement. Alors, comment créer sa nouvelle identité? Steve Jobs, avant de créer Apple, s'est rendu en Inde en quête de clarté. Bruce Lee, avant de devenir une légende, a passé des années à réfléchir à qui il voulait être. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, est devenu une nouvelle personne, non par hasard, mais parce qu'il a passé des années à redéfinir son identité. La réinvention exige 3 choses: choisir un nouvel objectif, changer son récit interne et agir selon sa nouvelle identité. Et la partie la plus difficile: agir comme cette nouvelle version de vous-même avant d'en avoir réellement envie. La transformation ne se produit pas lorsque vous vous sentez prêt. Elle se produit lorsque vous commencez à agir avant même d'y croire. Mais il reste un dernier obstacle: accepter que vous avez vraiment changé. Cela peut paraître étrange, mais de nombreuses personnes, même après leur renaissance, sabotent leur propre évolution. Elles reviennent sur le passé, se sentent coupables, pensent qu'elles ne méritent pas cette nouvelle vie. L'esprit humain a tendance à s'accrocher aux souffrances connues. Même lorsque quelqu'un échappe à un cycle destructeur, il peut ressentir un désir inconscient d'y retourner. C'est pourquoi tant de personnes qui quittent une relation toxique finissent par répéter les mêmes schémas. Accepter signifie assumer que l'ancienne version de vous est morte. Cela implique une décision consciente. Vous n'êtes plus cette personne. Une étude de psychologie moderne montre que les changements durables se produisent lorsque le nouveau comportement est intégré à l'identité. En d'autres termes, si vous voulez devenir discipliné, il ne suffit pas d'agir de manière disciplinée. Vous devez vous considérer comme discipliné. Ce changement d'identité est ce qui sépare ceux qui ne connaissent que des changements temporaires de ceux qui renaissent véritablement. L'erreur que commettent la plupart des gens est de penser que la renaissance ne se produit qu'une seule fois. Mais la vérité est que ce voyage est continu. Vous serez toujours confronté à des moments où votre ancienne identité ne suffira plus. Vous devrez toujours vous défaire de votre ancienne identité pour en créer une nouvelle. La renaissance n'est pas un événement, c'est un mode de vie. La grotte dans laquelle vous avez peur d'entrer renferme le trésor que vous cherchez. Cela signifie que chaque fois que vous avez peur de l'inconnu, vous êtes probablement sur la bonne voie. Et maintenant, la dernière question: qui choisissez-vous d'être à partir de maintenant? Car si vous êtes vraiment passé par ce processus, alors qu'attendez-vous pour commencer à vivre votre nouvelle version? La renaissance est un choix, et ce choix est le vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous êtes abonné à la chaîne, vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est: jusqu'où voulez-vous aller? Si vous voulez passer à l'étape suivante et vraiment appliquer ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc est prêt pour vous. Le lien est dans le commentaire épinglé. Rappelez-vous, le succès est un choix. À vous de décider. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.